Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer de parler de l'histoire du Parti communiste français et cette fois nous allons parler de la période du Front populaire. Deux remarques, d'abord nous allons faire ça en deux parties. Cette première partie va donc aborder comment le Front populaire s'est formé et ensuite nous aborderons vraiment comment le Front populaire a gagné les élections et comment il a exercé le pouvoir et comment il a chuté. Deuxième remarque, comme il s'agit d'une vidéo qui s'inscrit dans une série de vidéos sur l'histoire du Parti communiste français, nous abordons le Front populaire du point de vue du Parti communiste français et de son rôle. Rôle qui fut très important, qui fut à l'origine du Front populaire, qui fut un élément mobilisateur à la fois dans les masses et dans le processus d'union. La SFIO et les radicaux formaient déjà des alliances avant, et c'est le ralliement du PCF et sa volonté de créer l'union qui a permis au Front populaire de se créer. Cependant, les autres partis ont évidemment joué un rôle également. Mais ce rôle-là ne sera pas abordé ici, du fait de l'angle choisi. D'autres vidéos pourront éventuellement aborder par la suite l'histoire du Front populaire de manière plus générale, mais du coup, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Parti communiste français dans le Front populaire, parce que c'est quand même une période très importante dans l'histoire du PCF, et ça nous le verrons du coup dans un bilan qui sera à la fin de la seconde vidéo. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le Parti communiste français était depuis les années 20 dans une stratégie classe contre classe. C'est-à-dire à considérer que la SFIO est un parti ennemi, un parti traître, un parti social-fasciste, et qu'il était hors de question de s'allier avec eux. Mais au cours des années 30, cette ligne va changer. Et ce pour plusieurs raisons. Des raisons nationales et des raisons internationales. Nous allons d'abord voir ces raisons nationales, qui sont celles qui sont souvent le plus mises en avant, mais qui ne sont pas forcément les plus importantes. Mais commençons, parce qu'il faut bien commencer par quelque part. Et ce qui a joué globalement, c'est la crise du 6 février 1934. On est alors dans une période de crise pour la République, il y a des scandales réguliers qui éclatent, et là, il y a un scandale avec le scandale Stavisky, c'est un escroc qui était lié à des hommes politiques, il est retrouvé mort, officiellement c'est un suicide, mais certains pensent qu'il a été assassiné pour le faire taire et éviter qu'il révèle des choses. Est-ce vrai ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas la rumeur se répand. La République en plus fait face à des difficultés économiques, la crise de 1929 depuis 1932-1933 frappe la France, du coup le chômage augmente, les salaires diminuent, les pensions des vétérans de guerre diminuent également, et donc ça aussi ça nourrit un mécontentement. Dans ce contexte, il y a le gouvernement Camille Chotan qui était du coup au pouvoir, va tomber suite à l'affaire Stavinsky, et c'est un gouvernement Daladier II qui est mis en place pour le remplacer. Ce gouvernement n'est pas accepté par l'extrême droite parce que Daladier est un radical, donc à l'époque classé au centre-gauche, et pour l'extrême droite, ces radicaux qui s'allient avec la SFIO régulièrement sont un danger et sont des ennemis des communistes. Alors qu'en réalité, pas du tout, mais aux yeux de l'extrême droite, c'est du pareil au même. Extrême droite qui est très influente à ce moment-là, les ligues d'extrême droite qui avaient déjà commencé à émerger dans les années 20, mais qui ont eu un nouveau développement depuis 1932 avec l'arrivée au pouvoir du néo-cartel, Alliance radicaux SFIO, et la crise, du coup les effets de la crise économique. Nous aurons sûrement une vidéo qui reviendra sur ces différentes ligues d'extrême droite, donc on ne va pas le développer ici, mais en tout cas elles sont très influentes à ce moment-là. Il y a également des journaux d'extrême droite qui relaient dans l'opinion ces idées-là. Il y a Gringoire par exemple, qui a 600 000 lecteurs, donc il y a vraiment une influence non négligeable. Et donc déjà depuis janvier, il y a des manifestations d'extrême droite régulièrement à Paris. C'est un peu comme on a pu avoir un moment pendant les Gilets jaunes, c'est que chaque samedi, des manifestations à Paris. Donc là, c'est un peu la même ambiance. Et il y a le préfet de police de Paris, Chiappe, qui n'arrive pas à maintenir l'ordre, il n'arrive pas à arrêter les débordements, et il est accusé par certains d'être proche des ligues et donc d'être trop souple envers elles. Et donc il est limogé. Et ça va mettre un peu le feu aux poudres. Les ligues d'extrême droite organisent une grande manifestation le 6 février, auxquels se joignent donc également du coup des mouvements d'anciens combattants. Donc à l'extrême droite, on trouve l'Action française, les Croix de Feu, les Faisceaux, etc. On trouve l'Union nationale des combattants, qui est donc la principale organisation d'anciens combattants à ce moment-là, mais également l'ARAC, qui est du coup une organisation d'anciens combattants plutôt proche du Parti communiste français. Donc certes, les principaux organisateurs sont d'extrême droite, mais on trouve également des gens de gauche. Le PCF choisissant du coup de participer pour ne pas laisser cette critique anti-parlementaire et anti-corruption, anti-magouille, et ne pas la laisser qu'à l'extrême droite. Donc c'est éviter une sorte de moyen de contrer l'extrême droite en reprenant certains thèmes qui touchent vraiment l'opinion publique. Ce cortège, qui regroupe alors 30 000 personnes, va prendre le chemin du Palais Bourbon. Et une partie, minoritaire mais active, du cortège va tenter de prendre ce Palais Bourbon, là où siège l'Assemblée. Le bilan est de 15 morts et 2000 blessés, puisqu'il y a des affrontements avec la police qui ouvre le feu et qui doit les empêcher de prendre le Palais Bourbon. Et donc vous imaginez des mouvements d'extrême droite qui tentent de prendre l'Assemblée nationale, ça fait peur. Et on imagine un coup d'État fasciste. Dans les faits, c'est un peu exagéré.
Comme on l'a vu, ça ne concernait déjà qu'une minorité des manifestants. La majorité n'était pas là pour renverser la République. Mais la peur s'installe. Et souvent, la perception que les acteurs des événements ont des événements joue plus que les événements eux-mêmes sur leurs actions et du coup sur les événements futurs. Et là, c'est un cas d'école. Il y a une partie de la population importante, les partis politiques, les syndicats, les associations, les intellectuels de gauche, tout ça craignent un coup d'État fasciste. Et donc face à ça, l'idée de s'unir pour protéger la République émerge. Et donc ça va pousser donc la SFIO, le Parti communiste français, les radicaux, d'autres forces de gauche, les syndicats, les associations, à discuter et à créer l'union. Dès février 1934, d'un côté le PCF-CGTU, Confédération Générale des Travailleurs Unifiés, qui étaient en fait des membres de la CGT qui avaient été exclus en 1921 parce qu'ils voulaient s'affilier à l'Internationale syndicale rouge, qui est proche de la Troisième Internationale, donc l'Internationale communiste. Donc c'est un syndicat proche du PCF et de l'URSS. Ils ont été exclus de la CGT où la majorité était plutôt proche de la SFIO ou ne pas s'affilier à un parti politique. Dans la CGTU, on trouvait aussi, ils n'y sont plus, mais au début il y avait un courant anarchiste mais qui a créé son propre syndicat par la suite, la CGT socialiste révolutionnaire, dont les membres seront plusieurs à fonder par la suite la CNT. Donc ces deux groupes-là, ces deux blocs, organisent des cortèges séparés, mais en tout cas pour dénoncer le risque fasciste. Ces cortèges sont avec des appels séparés, ils n'ont pas lieu en même temps, pas au même endroit, mais des membres du PCF vont à ceux de la SFIO et réciproquement. Pareil pour la CGTU, CGT. Donc il y a une volonté d'union qui arrive à la base, qui commence à émerger. Et si les appareils ne sont pas encore à vouloir aller là-dedans, le PCF refuse, et la SFIO aussi refuse d'appeler à participer aux manifestations avec le PCF, mais la base arrive. Et le 12 février, les cortèges antifascistes parisiens, il y avait donc deux cortèges qui avaient eu lieu, ils vont converger et s'unir. Quand en province, des appels unitaires avaient eu lieu à certains endroits. Donc, l'union commence à se développer. C'est là que le PCF et la CGTU vont commencer à appeler à l'union. Ça va se manifester par le fait que le PCF et la CGTU appellent maintenant officiellement à participer au cortège de la SFIO et de la CGT. Ainsi, ils participent à un cortège qui réunit 250 000 personnes dans les semaines suivantes. Et il y a quand même 1 million de personnes qui participent à des grèves antifascistes. Donc il y a vraiment un mouvement de masse qui rencontre le succès. La SFIO, de son côté, n'appelle pas encore à participer au mouvement du PCF, parce que le PCF apparaît encore comme un parti en dehors du champ républicain, qui est vu comme un parti de l'étranger, un ennemi de l'intérieur. Ces manifestations sont d'ailleurs encore réprimées, mais les discussions vont s'ouvrir. Le PCF va tendre la main à la SFIO, il va appeler à créer une union, donc les discussions s'ouvrent, et le 27 juillet 1934, ça se concrétise. Il y a un pacte d'unité d'action antifasciste qui est signé. Ce pacte inclut donc d'organiser des actions communes et d'arrêter de se critiquer mutuellement dans les différentes expressions du parti et de leurs médias. L'Humanité pour le PCF, le Populaire pour la SFIO. Dans le même temps, la CGT et la CGTU, du coup, vont renouer le dialogue. Comme on l'a vu, en 1921, il y a eu une scission. Mais dans les mois suivants, le 6 février 1934, le dialogue s'ouvre, l'idée de la réunification émerge et elle se prépare. Elle est validée le 23 et 27 octobre 1935. La CGTU et la CGT organisent chacun de leur côté un congrès dans lequel la proposition d'unification est proposée et elle est validée. Ce qui va aboutir du 3 au 5 mars 1936 à un congrès commun à Toulouse des deux organisations qui permet d'officialiser cette unification, ce qui fait qu'un syndicat se forme qui s'appelle du coup CGT tout simplement, qui regroupe 750 000 adhérents, ce qui en fait une force quand même très importante, même c'est plus qu'aujourd'hui la CGT ou n'importe quel syndicat aujourd'hui, alors que le pays est bien plus peuplé. Et en plus, ce syndicat va reconnaître une forte dynamique du fait du contexte de lutte sociale de 1936, ce qui fait qu'à la fin de l'année, il va compter 4 millions d'adhérents. Vous imaginez aujourd'hui un syndicat avec 4 millions d'adhérents? Ce serait un syndicat avec une puissance impressionnante. Clairement, le gouvernement ne mènerait pas la même politique aujourd'hui s'il y avait la CGT à 4 millions d'adhérents. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est les causes nationales. Mais il y a des causes internationales qui vont jouer également. Et ça explique le fait qu'il n'y a pas que la France qui connaît de tels mouvements. Il y a des fronts populaires qui se forment en Espagne, au Chili. Les communistes britanniques vont tendre la main aux travaillistes britanniques pour former une union, mais là, ça ne va pas rencontrer le succès, donc il n'y aura pas de front populaire. Mais des initiatives ont lieu. Et donc, c'est quoi ces raisons internationales? Eh bien, il faut voir que du coup, la montée du fascisme, ça joue aussi au niveau international. La prise de pouvoir d'Hitler en Allemagne, ça fait peur en URSS. Déjà parce qu'on voit que l'extrême droite, le fascisme, le nazisme progressent partout en Europe,
et que c'est en train de séduire les masses plus que le communisme, donc ça fait peur, et ça montre que la ligne classe contre classe a ses limites et qu'elle ne fonctionne pas. Et de plus, l'URSS a aussi peur d'une chose, c'est que l'Allemagne nazie, Hitler a clairement, déjà s'affiche clairement anticommuniste, il réprime le PCF, il critique le judéo-bolchevisme en disant que voilà, c'est ce qui se passe en URSS, il ne cache pas ses ambitions de s'étendre à l'Est, donc l'URSS est menacée, se sent vraiment menacée par l'Allemagne nazie. Et elle n'a pas envie d'être seule face à ça. Il lui faut des alliés. L'Allemagne avait un temps, avant la prise du pouvoir d'Hitler, était un allié de l'URSS. Puisqu'il faut voir, en 1922, les deux avaient signé le traité de Rapallo, qui avait donc, ils se reconnaissaient leurs frontières mutuelles, et il y avait des pactes d'aide militaire, d'aide à l'entraînement militaire également. L'Allemagne entraînait ses armées en URSS, de manière secrète, puisqu'elle n'avait pas le droit d'avoir une armée de plus de 100 000 hommes. Cette alliance s'était faite par pragmatisme, en fait, parce que l'URSS, suite à la Révolution, s'était retrouvée un peu au ban de la société internationale. Quant à l'Allemagne, c'était pareil depuis le traité de Versailles. Donc, vu que les deux étaient exclus, ils se sont dit, vu que les autres ne veulent pas de nous, on va discuter ensemble. Donc, l'URSS avait comme allié l'Allemagne, mais la prise de pouvoir d'Hitler change complètement la donne, et donc elle se retrouve à nouveau isolée et menacée par son ancien allié. Donc, de nouveaux alliés, et elle se tourne vers la bourgeoisie, enfin par les démocraties bourgeoises, la France, l'Angleterre, éventuellement l'Espagne aussi. Et donc, pour porter une telle union, il faut qu'elle compte sur les partis communistes nationaux pour porter cette idée d'union. Et pour cela, il faut qu'ils soient plus intégrés dans la vie politique, qu'ils apparaissent moins comme étant en dehors du cadre républicain, et qu'ils puissent soutenir des gouvernements qui seraient favorables à un tel rapprochement. Donc, qui s'allient avec les forces de gauche. Ce qui fait qu'au 7e congrès du Comintern, durant l'été 1935, où la notion classe contre classe va s'opposer à l'idée de Front populaire, l'URSS va appuyer l'idée du Front populaire, qui est défendue par les communistes français, mais également par les communistes bulgares, qui vont emporter la majorité et donc valider l'idée d'une telle union. D'ailleurs, l'URSS va continuer du coup de chercher ce rapprochement et de chercher à convaincre les démocraties françaises et anglaises d'entrer en guerre contre l'Allemagne nazie, de ne pas lui faire de concessions. Par exemple, avec les accords de Munich, l'URSS sera contre les accords de Munich et sera favorable à une intervention militaire pour défendre la Tchécoslovaquie, mais les démocraties bourgeoises vont refuser, et en fait c'est suite à ça que l'URSS et Staline vont aller signer le pacte germano-soviétique, parce qu'ils voient qu'en fait ils ne seront pas soutenus en cas de guerre contre l'Allemagne, et même ils craignent que la France et l'Angleterre s'allient avec Hitler contre l'URSS. Une partie de la droite, en France et en Angleterre, prônait une telle position. Ils considéraient que le nazisme n'était pas une vraie menace, que la véritable menace c'était l'URSS, le communisme, et qu'il fallait le combattre et s'allier avec Hitler pour ça. Et donc face à une telle menace, l'URSS a pris les devants en négociant avec l'Allemagne nazie. Après voilà, c'était pas une position de toute la droite, il y avait Kirillis qui lui au contraire était pour s'allier avec l'URSS face à l'Allemagne nazie parce qu'il considérait que l'Allemagne de toute façon allait menacer la France, et il avait globalement plutôt raison. En tout cas, du coup, avec ce contexte international, les choses sont différentes pour le PCF qui peut du coup rejoindre la position de sa base et valider l'idée d'une union. Donc d'abord avec la SFIO, puis en 1935, il y a un comité de rassemblement populaire qui voit le jour et qui se dote d'un programme pour le pain, la paix et la liberté. En fait, c'est un programme, c'est pas un programme complet, c'est quelques points, quelques mesures qui tient sur 4 pages, mais des mesures sur lesquelles on se met d'accord et que on défend que le PCF, la SFIO et les radicaux vont défendre dans leurs programmes respectifs. Cette idée-là aussi s'appuie sur les succès des listes de gauche qui ont commencé à s'unir dès les municipales de 1935, qui a permis au PCF de conquérir plusieurs villes. C'est à ce moment-là que la banlieue rouge se forme. Il y a 26 municipalités communistes dans la région parisienne. Il y a également le succès des mobilisations antifascistes qui continuent. Ainsi, le 14 juillet 1935, 500 000 personnes se réunissent à Paris. Et du coup, le PCF choisit d'étendre l'union aux radicaux également. Ce qui là est passé pas forcément aussi bien, puisqu'il s'avère que l'URSS était bien d'accord pour s'allier avec la SFIO. Avec les radicaux, elle disait non, peut-être pas. Thorez a un peu du coup passé outre l'opposition de l'URSS et a tendu la main aux radicaux. Là, il s'agit en fait pour le PCF d'une nouvelle analyse, ne plus considérer que le fascisme n'est que le vrai visage de la bourgeoisie, mais que la bourgeoisie est composée de plusieurs courants, avec un courant plus progressiste incarné par les radicaux, là où le fascisme est le courant le plus conservateur et réactionnaire. Et que la classe ouvrière peut s'allier avec le courant le plus progressiste de la bourgeoisie contre ce courant réactionnaire. Il s'agit également de s'allier avec la classe moyenne que les radicaux représentent, partie de petite bourgeoisie, de fonctionnaires, d'employés, et d'employés un peu aisés. Donc c'est à partir de classe moyenne. Et l'analyse du PCF et de Thorez, c'est que le fascisme s'appuie sur les classes moyennes pour gagner, et que donc les communistes doivent en fait se lancer dans une course, dans la conquête de la classe moyenne, avec les fascistes, et les battre à ce jeu-là. Et donc pour ça, il faut tendre la main aux radicaux.
Les radicaux vont hésiter un peu à s'allier au PCF, ça a été quand même un peu compliqué, mais finalement, ils vont accepter. Et c'est ainsi que le pacte d'union du Front populaire se forme. Ça se concrétise aussi par les arrêts des attaques de l'humanité contre la SFIO d'abord, puis les radicaux. Pour les radicaux, ça va être un peu plus compliqué là aussi, il va falloir faire des changements à la tête de l'humanité pour que ça soit effectif, mais ça va se faire. Et globalement, la base du PCF va accepter. Les militants vont accepter, déjà parce que la discipline de parti est très forte, mais également parce que l'isolement, ça avait pesé. Le PCF avait perdu des plumes, électoralement, en élus et en militants. Il était passé d'à peu près 110 000, 120 000 adhérents en 1921 à plus que 30 000 adhérents. La chute était lourde. On était réprimés, il y avait de la répression des manifestations, des arrestations, des gens licenciés, exclus de leurs organisations syndicales ou associatives. C'était compliqué. Donc l'idée de pouvoir un peu avoir des alliés, c'était pas forcément mal vu à ce moment-là. Et si on y ajoute du coup la peur du fascisme et le succès des actions unitaires antifascistes, mais les quelques réticences vont être passées. Et donc l'alliance se concrétise en 1936. Nous allons le voir plus en détail, mais l'alliance prend la forme de candidatures séparées au premier tour, mais avec un accord de désistement au second tour pour le candidat du Front populaire ayant fait le meilleur score au premier tour. Tout le monde se retire pour le soutenir afin qu'il batte la droite. Mais ça, nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez mettre un pouce bleu aussi et commenter. Même si vous n'avez pas aimé ou si vous avez des remarques, vous pouvez commenter également, tant que c'est constructif. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et également activer les notifications pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!